Bonjour à toutes et tous et merci surtout pour votre présence. Donc effectivement, hein, le thème de l'intervention. Vous m'entendez bien là, a priori? Ouais, c'est bon. Bon, vous dites. Hein. En tout cas, sinon, je peux élever un peu la voix. Et bien entendu, je remercie, parce que c'est la première ici, le bar hein, chez Samir, donc le ventre de l'architecte, qui nous permet d'être présents. Et qui nous a même permis de faire la pub de notre café marxiste. Donc un grand merci pour cet accueil chaleureux. Donc le thème de l'intervention a été annoncé hein, par Gilda, donc je vais vous dire le titre exact, la fascisation de la France de Macron dans l'Union européenne. Donc en fait, pour que ce soit aussi un café qui, certes, parle inévitablement de la situation politique actuelle, mais puise un petit peu dans l'histoire, parce qu'on va voir qu'il y a des liens très importants, des comparaisons que l'on peut effectuer par rapport à ceci. Je n'hésiterai pas à faire donc des parallèles avec la situation essentiellement en France, mais aussi en Europe, qui a pu exister dans les années de l'entre-deux-guerres, enfin des deux guerres mondiales, entre les deux guerres, entre 1919 et 1939 en particulier. J'aimerais simplement rappeler en introduction, partir d'un constat de base, c'est que le soir de son élection, le 7 mai 2017, hein, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a été présenté, et déjà en fait dès le soir du premier tour, comme un rempart antifasciste contre donc l'épouvantail Marine Le Pen. Hein. On avait pu entendre d'ailleurs dès le 23 avril au soir, hein, à 20h05, des appels à faire barrage au fascisme, etc. En expliquant qu'on ne faisait pas de gaieté de cœur pour Emmanuel Macron, mais qu'au moins lui, il garantirait donc la démocratie, la République, les droits de l'homme. Enfin, tout ça, vous le connaissez, ces arguments. Ce sont un petit peu des arguments d'ailleurs qui ne sont pas nouveaux. Hein. Déjà dans les années 30, au début des années 1930 en Allemagne, lorsqu'il y avait la montée d'Hitler, le dernier rempart se nommait Hindenburg. Donc en fait, c'était la porte d'entrée pour l'arrivée au pouvoir du nazisme, hein, d'ailleurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en l'espace de 18 mois, hein, finalement jusqu'à... On va dire que le révélateur a été l'affaire Benalla d'un certain point de vue, l'affaire Benalla-Macron d'ailleurs, il faudrait l'appeler hein, en réalité. Hein, ce n'était pas tant l'affaire Benalla que l'affaire Benalla-Macron. En l'espace de 18 mois, on a vu que le barrage antifasciste est devenu en réalité le grand accélérateur de la fascisation, qui avait démarré avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, mais là, qui a pris vraiment un tour important, c'est moins que l'on puisse dire, et on le verra hein, justement à travers les différents éléments qui vont être exposés ici. J'aimerais en profiter simplement pour rappeler une petite définition, pour indiquer ce qu'est être fasciste selon l'un de ses principaux concepteurs, à savoir Benito Mussolini. Alors Benito Mussolini a écrit quelques œuvres et discours qui ont été traduit alors avec plus ou moins on va dire, de véracité selon certains historiens, mais il y a quand même, je pense, certains passages de ces œuvres et discours qui très clairement résument bien la pensée de ce qu'est être fasciste. Juste pour vous citer une ou deux phrases à ce sujet, pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain et de spirituel existe hors de l'État. Pas d'individu, pas de groupe, parti, association, syndicat, classe. C'est pourquoi le fascisme s'oppose au socialisme, qui durcit le mouvement historique de la lutte des classes et ignore l'unité de l'État qui fonde les classes dans une seule réalité économique. Bon, partant de ce point d'arrivée, nous allons justement nous intéresser plutôt au point de départ, c'est-à-dire cette vague de fascisation qui est en réalité menée, non pas seulement par Emmanuel Macron, ce serait une erreur de croire ça, mais disons que dans cette France d'Emmanuel Macron, petit à petit, chaque digue saute progressivement, sans qu'on s'en aperçoive forcément, et cela se traduit par la montée en puissance justement de forces d'extrême droite très prégnante, et pas qu'en France, nous le verrons, parce que malheureusement la vague brune concerne non seulement la France mais aussi l'Europe, et au-delà de l'Europe, je pense que vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle en Amérique latine, et pas uniquement. Alors justement, pourquoi cette fascisation accélérée de la France de Macron dans l'Union européenne, alors que ce dernier était censé représenter un barrage antifasciste? Je subdiviserai le propos en trois temps.
en essayant d'être le plus clair possible. D'abord, j'insisterai sur le contexte qui est favorable à la fascisation du pays, parce que, là encore, l'erreur serait de réduire la fascisation à un seul domaine, c'est-à-dire institutionnel ou politique. En réalité, il est nécessaire de tenir compte de transformations sociales, économiques, culturelles, juridiques également. Vous verrez que, pour prendre un seul exemple que je détaillerai plus tard, la loi prévue, programmée par M. Blanquer, en ce qui concerne le sort des enseignants, on va dire, par rapport à l'éducation nationale, est assez édifiant à ce sujet. J'en redirai un mot. Donc le contexte favorable à la fascisation du pays, dans un premier temps. Ensuite, je reviendrai plus précisément sur la conception et la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, et en réalité pas que de Macron, c'est-à-dire de tous ceux qui l'entourent, parce que ça traduit en fait une vision du pouvoir qui est assez fascisante. Et nous le verrons donc assez clairement. Enfin, le dernier point reviendra sur justement les conséquences, c'est-à-dire la fascisation croissante, non seulement, je l'ai dit, en France, ça va être déjà largement le cas dans les deux premières parties, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Nous le verrons. Alors le premier point consiste à évoquer rapidement ce contexte favorable à la fascisation du pays. Qu'est-ce qui explique finalement qu'il y ait cette progression des idées d'extrême droite, des comportements aussi, de violence politique, qui soient verbales, mais pas uniquement, hein, des comportements de violence physique, c'est ce que nous allons voir. Je vais utiliser volontairement le vocabulaire qu'emploie Emmanuel Macron afin de démontrer justement au passage que ça aussi, ça fait partie de la fascisation. Alors comme vous le savez, il est le représentant du Nouveau Monde, hein, puisque c'est comme ça qu'il a été présenté et qu'il s'est autoproclamé d'ailleurs. Vous remarquerez que l'autoproclamation est d'ailleurs très à la mode en ce moment. En tant que chef du Nouveau Monde, Emmanuel Macron d'abord a profité des déboires de l'Ancien Monde, si j'ose dire. C'est-à-dire d'une crise. Alors, parler de crise dans l'absolu ne signifie pas grand-chose. Disons de constater qu'il y a des partis en crise, oui, c'est un constat. De dire qu'il y a des idéologies qui ont pu connaître une crise, pourquoi pas, même si nous verrons qu'en réalité ce n'est peut-être pas tant les idéologies qui connaissent une crise que ceux qui les portent et qui sont censés les porter. Nous pouvons évoquer aussi la crise du syndicalisme, et puis aussi quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment insister, et qui était déjà évoqué en 1927, puis en 1946 dans une deuxième édition, par un intellectuel qui n'est pas spécialement communiste, mais qui est très intéressant et qui gagne à être connu, et qui s'appelle Julien Benda, lorsqu'il avait publié un ouvrage qui s'appelle « La trahison des clercs ». Je reviendrai dessus à ce sujet. Cet ancien monde connaît une crise en réalité favorable à la fascisation. Pour quelle raison ? Parce que à partir du moment où les repères idéologiques, partisans, syndicaux vacillent, c'est-à-dire, prenons un exemple très simple, à partir du moment où la faucille et le marteau sont abandonnés, même symboliquement, hein, je veux dire, vous ouvrez la voie en réalité à ce qu'on peut appeler le confusionnisme. Et ce confusionnisme d'ailleurs n'est pas nouveau, il n'est absolument pas nouveau. Je vais vous donner un seul exemple de la part d'un ancien communiste qui, au moment où il a prononcé cette phrase, était encore membre du PCF avant d'en être écarté quelques mois après. Il s'agit de Jacques Doriot. Comme vous savez, Jacques Doriot a été le chef donc, du Parti populaire français, le PPF, le plus gros parti collaborationniste probablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Jacques Doriot, le 31 mars 1934, alors qu'il est, je répète, membre du PCF encore pour pas très longtemps, hein, puisque ça chauffe déjà au sein de la direction nationale qui se rend compte qu'il est sur une dérive, c'est moins que l'on puisse dire. Voilà ce que proclame Jacques Doriot le 31 mars 1934 au cours d'un grand meeting à Marseille. Ni droite, ni gauche, France d'abord. Et si vous voulez, là aussi c'est quelque chose que l'on entend assez fréquemment, hein, ni droite ni gauche, et ce n'est pas nouveau en réalité, hein, c'est souvent présenté comme une nouveauté, en réalité ça fait partie de l'ancien monde, et de l'ancien monde de surcroît fasciste. Je le signale parce que si vous prenez un livre qui est sorti en 2016 et qui s'appelle Révolution, et dont l'auteur s'appelle Emmanuel Macron, lui-même se revendique clairement de ce modèle. Je cite un des passages que l'on retrouve au début du livre. D'autres imaginent que la France peut continuer de descendre en pente douce, que le jeu de l'alternance politique suffira à nous faire respirer, après la gauche, la droite, les mêmes visages et les mêmes hommes depuis tant d'années.
Je suis convaincu que les uns comme les autres ont tort. Ce sont leurs modèles, leurs recettes qui ont simplement échoué. Voilà. Au revoir la droite, au revoir la gauche, place au nouveau monde. Et ce nouveau monde qui également profite d'une crise des instances syndicales. Alors là encore, il faudrait évidemment ne pas généraliser, hein, bien distinguer les instances, en tout cas de certaines fédérations qui ont rejoint par exemple la Fédération syndicale mondiale, je pense à la Fédération CGT du personnel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en février 2018, je pense à la Fédération CGT du commerce et des services. Ce sont des fédérations qui justement sont sur une ligne contestataire par rapport à la direction. Et que dit cette direction? C'est très clair. Il suffit de voir la politique qui a été, en tout cas la ligne qui a été proposée par M. Martinez ces 2 dernières années, que ce soit dans l'opposition à la loi chômage, il faut l'appeler comme ça, plutôt que la loi travail d'ailleurs, il faut être très clair. Ce n'est pas fait pour vous donner du travail, c'est fait pour faciliter les licenciements en grande partie cette loi, essentiellement. Il suffit de voir l'attitude de Philippe Martinez qui une fois s'opposait, l'autre fois essayait de négocier, etc. On a pu voir aussi un certain retrait de la CGT par rapport aux combats qui ont lieu à l'heure actuelle concernant les gilets jaunes. J'ajoute enfin, sans vouloir revenir là-dessus, qu'au sein même de la CGT, à l'heure actuelle, puisqu'on parle de confusionnisme, on a pu voir le confusionnisme frapper directement l'historienne Annie Lacroix-Rize, qui a été accusée d'être en fait d'extrême droite. Bon, c'est très bien, ça a obligé Philippe Martinez à présenter une lettre d'excuse, carrément, à écrire, à l'appeler personnellement. C'est juste pour vous montrer l'état de confusion qui règne et qu'à partir de là, lorsque vous avez une telle crise de formation syndicale, de formation politique, qui se réclame du marxisme-léninisme, de surcroît au moins historiquement, eh bien, vous ouvrez la voie en fait à la confusion. Et cette confusion, elle favorise justement la fascisation, parce qu'en réalité, elle ouvre la voie à la diffusion d'idées sur lesquelles je vais revenir par la suite. Je vous ai dit que il y avait un intellectuel qui s'appelle Julien Benda, qui a écrit la trahison des clercs, parce que ça aussi c'est un des éléments de la fascisation, si vous voulez, à savoir que Benda écrivait déjà en 1927, et comme je l'ai dit après en 1946, que les intellectuels également, ce qu'on appelle les intellectuels, derrière on peut tout mettre, c'est pas le problème, mais disons des personnes qui portent une parole, au moins publiquement, par leur prise de position, par leurs propos, peuvent également favoriser progressivement une logique antidémocratique. Et voilà ce qu'il dit au tout début de son ouvrage de 1946, à propos de ces intellectuels. Les clercs trahissent leur fonction au nom de l'ordre, signification de leur antidémocratisme. Il utilise le terme antidémocratisme, très clairement. L'un est leur mobilisation au nom de l'ordre, laquelle s'est traduite chez les clercs français par leurs assauts redoublés depuis 20 ans contre la démocratie, celle-ci étant posée par eux comme l'emblème du désordre. C'est leur insurrection du 6 février, leur applaudissement au fascisme mussolinien et hitlérien en tant qu'incarnation de l'antidémocratisme, au franquisme espagnol pour la même raison, leur opposition dans l'affaire de Munich à une résistance de leur nation aux provocations allemandes, en tant qu'elle eût risqué d'y amener une consolidation du régime. L'aveu que mieux valait la défaite de la France que le maintien du système abhorré, l'espoir mal dissimulé dès le début de la guerre qu'une victoire hitlérienne en amènerait la destruction, l'explosion de joie quand elle l'apporte, la divine surprise de Charles Maurras, enfin la campagne contre la démocratie au nom de l'ordre, plus vivace présentement que jamais, encore que plus ou moins franche, chez tout un monde d'entre eux. Et de citer tout un nombre de unes qui datent de 1938-1939, où on peut lire des phrases suivantes. « Une victoire de la France démocratique marquerait un immense recul pour la civilisation. Si la guerre ne doit pas amener en France l'écroulement du régime abject, autant capituler tout de suite. Je ne puis souhaiter qu'une chose pour la France, une guerre courte et désastreuse. Et pour finir, dans « Je suis partout », à la fin de la guerre, j'admire Hitler, c'est lui qui portera devant l'histoire l'honneur d'avoir liquidé la démocratie. Si vous voulez, ce genre de citation, évidemment, vous pourriez dire aujourd'hui, va être moins
explicitement annoncé, mais en réalité, lorsque vous entendez certaines déclarations ces derniers temps de la part des clercs, justement, il y a de quoi s'inquiéter. J'ignore si vous avez pu entendre récemment les propos d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, je tiens à le signaler quand même, monsieur Luc Ferry, qui a déclaré sur Radio Classique franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est à terre, mais enfin, qu'ils se servent de leur arme une bonne fois, écoutez, ça suffit. Et il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de sales, je dis pas la suite, d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Avant d'ajouter, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable, je crois qu'on a la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces salopes, il faut dire les choses comme elles le sont. Voilà l'état d'esprit qui règne parmi un certain nombre de ces clercs aujourd'hui. Et Luc Ferry ne fait que traduire de manière la plus, on va dire, radicale en ce moment, au moins explicitement, ce que pensent en réalité pas mal de chroniqueurs, pas mal d'éditocrates. J'épargnerai le terme de journaliste parce que je sais qu'un certain nombre de journalistes font vraiment leur travail dans des conditions très difficiles et sont obligés de subir justement les consignes, notamment de ces éditocrates. En tout cas, ce contexte, en termes de destruction de l'ancien monde, à travers la diffusion de ces mots d'ordre, il s'accompagne, toujours dans la logique du contexte, par une violence croissante dans la France de Macron. Alors cette violence croissante, vous la voyez en fait plus ou moins à la télévision, parfois de temps en temps, du moins vous en voyez une, c'est celle, comme vous le savez, des vitrines des Champs-Élysées qui tout à coup sont attaquées par des gens qui jusqu'alors n'avaient pas beaucoup l'habitude d'aller se promener dans le quartier le samedi. Mais il y a une violence qu'il faut signaler et qui s'est démultipliée, c'est d'abord la violence d'État. Cette violence d'État n'est pas nouvelle, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce n'est pas une nouveauté. Il n'empêche que celle-ci, de l'avis de beaucoup de personnes, de bords politiques d'ailleurs différents, très clairement, s'est vraiment démultipliée ces derniers mois. Et en réalité, rejoint, si vous voulez, quelque chose qui existait déjà, encore une fois, dans les années 1920 déjà, mais surtout dans les années 1930. Dans les années 1930, où l'on voyait la répression de plus en plus s'accentuer vis-à-vis donc des différentes formations politiques, curieusement davantage antifascistes qu'anticommunistes. Celle-ci avait davantage de marge de manœuvre. En même temps, ça se comprend. Imaginez que jusqu'à début février, jusqu'à fin janvier 1934, donc quelques jours avant la crise du 6 février, qui est assez célèbre, puisque c'est la tentative de l'extrême droite de renverser au moins la gauche au pouvoir, si ce n'est la République, imaginez que le préfet de police de Paris s'appelait Jean Chiappe. Et que Jean Chiappe, qui était corse, entretenait des liens très importants, d'une part avec les formations fascistes de l'époque, les ligues d'extrême droite, et d'autre part avec la mafia corse. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, il suffit de regarder un très bon documentaire qui s'appelle Mafia et République, qui est passé sur une chaîne complotiste qui s'appelle Arte. En février 2017. Donc vous regardez cette chaîne complotiste, vous regardez ce documentaire et vous découvrirez les joies des liens, la joie de tous les liens qui existent entre la préfecture de police de Paris dans les années 1930, les nervis de mafiosi qui venaient notamment de Corse, qui étaient impliqués donc dans la violence qui régnait à cette époque sur le plan politique, et puis les ligues d'extrême droite, puisqu'il existait des liens très puissants entre ces mouvements, qui d'ailleurs ont bien sévi pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait prendre un seul exemple, c'est celui d'un politique qui a bien grenouillé avec le milieu, il s'agit de Simon Sabiani, qui, là encore, a fait parler de lui à Marseille notamment. Et alors ce qui est intéressant, si j'en reviens à cette violence d'État, on a vu qu'elle a pu être légitimée au moment de l'affaire Benalla, en réalité. Je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire, tout le monde sait ce qui s'est passé. Outre le fait qu'il y ait l'usurpation de fonctions, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné ce point qui était quand même le problème de départ essentiel, l'usurpation de fonctions officielles. Donc tout à coup, vous vous transformez en policier sans qu'on ait rien demandé. Encore une fois, vous êtes dans l'auto-légitimation. C'est très à la mode, et bien, y compris dans la police. Ça a été le cas avec Benalla. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été la réaction de l'inspection générale de la police nationale à ce sujet le 25 juillet dernier. Voilà ce qu'avait déclaré Madame Marie-France Monégère-Guillaumarc. Elle a dit, à propos des policiers,
Ils ont relevé que les violences étaient légitimes puisqu'elles étaient dans le cadre d'un maintien de l'ordre avec usage de la force. Et donc ils ont relevé que l'usage de la force, pardon, était légitime. Ils n'ont pas détecté de violence illégitime puisqu'encore une fois, il s'agissait d'une action de police faite par ce qu'ils pensaient être des policiers. Bon. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'idée même de violence policière, structurellement, s'est imposée au niveau des comportements de la direction, mais également inconsciemment, de plus en plus, dans le comportement, encore une fois, pas de tous les policiers, parce que parmi les policiers, il existe aussi des travailleurs qui, très clairement, ont des conditions extrêmement difficiles, qui, justement, au niveau de la CGT Police, expriment notamment leurs revendications. Il n'y a pas que la CGT Police, d'ailleurs, mais je parle de la CGT Police parce que je la connais un petit peu plus. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que, là encore, cette violence d'État, elle s'est imprégnée de manière elle s'est ancrée très clairement dans les structures et dans les comportements d'une partie de la police et d'une partie des policiers. Mais s'il n'y avait que la police, la violence d'État, qui marquait la fascisation, on passerait à côté d'autre chose qui est autrement plus inquiétant peut-être même. C'est la milicisation qui s'est emparée de la France depuis un certain temps. Alors, quand on dit ça, on pourrait dire « oulala, mais ça rappelle les années 1930 ». Bah oui, bah justement, je vais simplement vous rappeler quelques événements qui sont intervenus depuis même pas un an pour la plupart. En mars 2018, à Montpellier, vous avez eu ainsi une milice d'extrême droite au sein de laquelle se trouvait notamment le doyen de la faculté, je le précise, et un professeur de droit qui, eh bien, cette milice a tout simplement tabassé des étudiants grévistes à Montpellier, des étudiants qui s'opposaient notamment à la... Je ne vais pas dire la réforme, parce que là encore, ça fait partie du langage macronien, je reviendrai dessus, mais disons à la destruction, très clairement, de l'éducation nationale et de l'université à travers, entre autres, la fameuse loi Parcoursup. En avril, peut-être cela est-il passé inaperçu, en avril 2018, Génération Identitaire a formé une milice pour bloquer des migrants à la frontière des Alpes. Alors, encore une fois, on peut discuter après politiquement, l'immigration, etc. Le problème n'est pas là. Le problème est de constater qu'une milice s'est auto-formée et a décidé, de son plein gré, d'aller sur la frontière alpine pour pouvoir bloquer l'arrivée de migrants. Et la seule réaction de M. Gérard Collomb, qui à l'époque était le ministre de l'Intérieur, était « Oh là là, il ne faut pas tomber dans le panneau de ces gesticulations, c'est faire une publicité à une force qui n'en est pas une ». Force qui n'en est pas une, mais qui n'empêche progresse petit à petit dans un certain nombre de secteurs. J'ajoute que ce même Gérard Collomb n'a jamais été très enclin à lutter contre l'extrême droite fascisante. Je vous renvoie à un article qui a été publié dans l'Humanité le 6 octobre 2017 et qui s'appelle « Extrême droite, qui arrêtera les néofascistes dans le vieux Lyon ». Bon, en tout cas pas Gérard Collomb, ça on en est certain. C'est ce contexte-là de violence d'État, de violence de mouvements de plus en plus miliciens, qui justement favorise, accélère la fascisation du pays. Et là encore, je suis dans une logique de contexte. Je ne vais pas oublier un dernier élément de violence qui contribue aussi à cette fascisation, et je vais vraiment insister dessus parce que on voit toujours la fascisation d'un point de vue idéologique et politique, et ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. La fascisation, c'est aussi la destruction du mouvement social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mouvement social est réprimé, matraqué, et de plus en plus d'ailleurs, ça vous l'aurez remarqué depuis quelques années, ça s'est clairement accéléré. Là, on a atteint des niveaux, des proportions absolument ahurissantes. Dès que vous manifestez, alors je vais passer sur tous les travailleurs qui ont été victimes de cette violence sociale. On pourrait parler des postiers, avec le symbole de Gaël qui rentre notamment. On pourrait parler des travailleurs de Ford, de PSA également. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais simplement, j'insiste sur le fait que la répression du mouvement social, c'est justement l'élimination des forces qui sont capables de résister à la fascisation. Et je vous renvoie encore une fois aux propos que je vous ai lus tout à l'heure de la part de Benito Mussolini. Lui-même avait parfaitement compris. Toutes les partis, les syndicats, les associations, le mouvement social, c'est justement la possibilité d'opposer un barrage à cette fascisation. Alors après, il faudra bien sûr s'entendre quel parti, quel syndicat. Il y a aussi des partis qui accélèrent la fascisation. Quant au Nouveau Monde, dont Emmanuel Macron est le chantre,
Écoutez, là aussi, c'est très clair. D'abord, il n'est pas nouveau, hein. Je pense que vous l'aurez compris, et je vous citerai d'ailleurs des petites références qui prouvent qu'il n'est pas si nouveau que ça. Ce nouveau monde, il a très clairement des relents fascisants. Ces relents fascisants, ils se traduisent d'abord par le fait que le Nouveau Monde veut mettre en place un pouvoir d'essence, disons-le clairement, parce qu'en plus ce sont des gens qui adorent utiliser ce terme, d'essence totalitaire. Je vous renvoie à la lecture d'un ouvrage de deux sociologues qui s'appellent Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont publié en 2009 un ouvrage qui s'intitule « La nouvelle raison du monde ». Un très intéressant ouvrage dans lequel apparaît notamment le passage suivant que je vais vous lire à propos du néolibéralisme. Le moment néolibéral se caractérise par une homogénéisation du discours de l'homme autour de la figure de l'entreprise. Cette nouvelle figure du sujet opère une unification sans précédent des formes plurielles de la subjectivité que laissait subsister la démocratie libérale et dont elle savait jouer à l'occasion pour mieux perpétuer son existence. Autrement dit, progressivement, si vous voulez, ce sujet néolibéral qui va arriver, il va commencer à ne devenir plus qu'un, unique. Nous n'avons plus affaire aux anciennes disciplines vouées par la contrainte à dresser les corps et à plier les esprits pour les rendre plus dociles, méthodologie institutionnelle depuis longtemps en crise. Ça ne marche plus. Non. Non, il s'agit de gouverner un être dont toute la subjectivité doit être impliquée dans l'activité qu'il est requis d'accomplir. À cette fin, on doit reconnaître en lui la part irréductible du désir qui le constitue. Les grandes proclamations sur l'importance du facteur humain, qui pullulent dans la littérature du néo-management, doivent être lues à la lumière d'un type de pouvoir nouveau. Il ne s'agit plus tant de reconnaître que l'homme au travail reste bien un homme, qu'il ne se réduit jamais au statut d'objet passif. Il s'agit de voir, c'est ça qui est le plus important, il s'agit de voir en lui le sujet actif qui doit participer totalement, s'engager pleinement, se livrer tout entier dans son activité professionnelle. Ceci est en réalité la base, justement, d'un pouvoir d'essence totalitaire et qui favorise une fascisation. Parce que vous aurez bien compris qu'à partir du moment où vous participez totalement, vous vous engagez pleinement, vous vous livrez tout entier dans votre activité, la moindre contestation, la moindre opposition, la moindre même revendication devient suspecte tout à coup. Elle devient suspecte et on vous accuse dès lors de perturber l'ordre. J'insiste vraiment sur cette nouvelle raison du monde parce que cette nouvelle raison du monde, elle est portée non seulement par les hommes au pouvoir politique, mais aussi par tout un ensemble de personnes occupant des positions médiatiques très importantes. Je ne parlerai même pas d'Éric Zemmour, ce n'est pas la peine. Je voudrais plutôt évoquer notamment le cas de François Dorcival, qui est beaucoup moins connu, qui est très intéressant, et qui est souvent invité dans une émission sur France Info, le soir à 20h, qui s'appelle Les Informés. En tout cas, là, c'est plutôt la désinformation qui est pratiquée dans ce genre d'émission. Il faut savoir quand même que ce François Dorcival a un passé très intéressant. Ancien de la Fédération des étudiants nationalistes, qui a publié dans notamment la revue Défense de l'Occident dans les années 1960, de Maurice Bardèche. Vous irez voir qui est Maurice Bardèche, un personnage très charmant, et qui écrivait d'ailleurs dans les années 60 dans une revue très intéressante de nom, Europe Action. Voilà, qui était un mouvement d'ultra-droite. Donc, si vous voulez, cette fascisation, en réalité, ce contexte de fascisation, on le retrouve, si je dois résumer, 1. Dans le dépérissement ou dans la mise en difficulté des structures de ce que Emmanuel Macron appelle l'ancien monde. 2. Dans la diffusion progressive d'un nouveau monde qui, je le répète, je vais vous le montrer après, s'appuie en fait sur des idées très anciennes, qui datent des années 20, des années 30, entre autres. Et puis, 3, sur la répression croissante, massive, envers toutes les formes d'opposition, notamment l'opposition, bien sûr, des mouvements sociaux, qui est portée par les mouvements sociaux, et une répression qui n'est pas seulement étatique, mais qui est aussi parallèle à l'État, milicienne. Cela m'amène à aborder donc le deuxième point de mon intervention à ce sujet, à savoir la vision du pouvoir donc portée par Emmanuel Macron et par tous ceux qui l'entourent, d'ailleurs, toutes celles et tous ceux qui l'entourent. Cette vision du pouvoir, elle est apparue très clairement
au moment de, pendant l'été 2018. En réalité, ça existait déjà avant, hein. Il y avait eu des signaux d'avertissement, etc. Mais quels sont les éléments qui sont apparus? Premier point, le pouvoir charismatique. Ce qui n'est pas une nouveauté, hein, le pouvoir charismatique, le pouvoir d'un chef. C'est d'ailleurs le sociologue conservateur allemand Max Weber qui établissait une distinction sur les différents types de pouvoir. J'insiste sur le sociologue conservateur allemand, car lui, justement, était très attaché à la figure d'un chef, de ce point de vue. Mais c'est exactement ce que, finalement, la légitimité que souhaite avoir M. Macron. Et j'attire votre attention sur une analyse qui est parue en juillet 2018 dans la revue Politis. Alors, c'est une analyse qui évoque justement la réalité, enfin la nature du pouvoir auquel croit Emmanuel Macron, de la part d'un psychanalyste. Alors évidemment, il faut toujours faire attention avec la psychanalyse sur certains aspects, mais je considère que ce passage est très intéressant. Il s'agit d'un psychanalyste qui s'appelle Roland Gori et qui a donné donc un entretien dans le journal Politis. Et voilà ce qu'il dit à propos d'Emmanuel Macron. Il se veut et se pose en chef charismatique, sans dette ni allégeance aux partis, aux personnalités politiques qui l'ont précédé, au corps intermédiaire dont il se méfie et dont il veut réduire les pouvoirs. Dès lors, il lui faut créer des supplétifs à ce corps intermédiaire pour organiser ses réseaux de supporters. Il va le faire en s'entourant d'une garde prétorienne à son image, invisible politiquement, mais habile dans l'hybridation des valeurs du privé et du public, en constituant une nouvelle noblesse d'État, sa main droite, pas gauche, vous en doutez, comme aurait dit Bourdieu, et un réseau d'affidés séduit par sa vision entrepreneuriale du monde. Dans cet univers, il y a des énarques élégants et brillants passés par le secteur privé et des êtres un peu plus rustiques comme Alexandre Benalla. Mais le profil de tous ces personnages a un même air de famille, jeune, ambitieux, énergique, culotté, dévoués à leur maître, peu soucieux des vertus républicaines du vieux monde, pour mieux s'ouvrir au nouveau monde de l'efficacité et de l'arrivisme. Et d'ailleurs, pour vous montrer un exemple concret de ce que je viens de dire, je ne sais pas si vous aviez vu cette déclaration assez étonnante, ou pas d'ailleurs, de la part de l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui avait déclaré en septembre 2017 la chose suivante, à propos d'Emmanuel Macron. « J'assume cette dimension amoureuse. Mon niveau d'exigence envers moi-même est tel que si je dois avoir un chef, je dois avoir de l'admiration pour lui. Et Emmanuel est fascinant. » Il n'a pas dit fascisant, fascinant. Tout l'est chez lui. Son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même. On n'est pas loin de Uduce qui, dans les années 30, enlève sa chemise et retrousse les manches pour aller donc participer à la mise en valeur des terres agricoles. Bon. Je vais essayer. Si on peut baisser un tout petit peu, peut-être. Ouais. Alors. J'ajoute que l'attrait pour la violence constitue là aussi un élément central que l'on a vu dans le cadre justement de l'affaire Benalla. Et j'aimerais vous renvoyer justement à un auteur de ce point de vue qui est auteur de Sociologie de la police. C'est un sociologue qui s'appelle Fabien Jobard, je confonds avec un autre. Fabien Jobard qui en 2015 avait écrit dans Sociologie de la police l'élément suivant, parce que ça traduit parfaitement cet également attrait pour la violence qui existe au sein même du pouvoir. Je pense qu'on est aussi aujourd'hui sur quelque chose d'un peu particulier qui est un rapport jamais très clair des politiques avec la violence, la virilité ou la masculinité. Tout cela montre une fascination un peu puérile des politiques pour le côté obscur de la force, en quelque sorte. Je ne sais pas d'où vient cet Alexandre Benalla, ce qu'il a fait, mais manifestement, ses états de service sont qu'il est gendarme réserviste, qu'il a une corpulence imposante et qu'il va au contact. Manifestement, sauf information complémentaire, encore une fois, on ne sait pas grand-chose sur lui et sur sa relation avec Macron, cela suffit à faire de lui une personne indispensable dans le dispositif présidentiel. C'est quand même très inquiétant. Donc voilà ce qu'a déclaré Fabien Jobard, qui est donc auteur de Sociologie de la police, à propos justement de cet attrait pour la violence. Parce que je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais cette violence qui est totalement illégitime, encore une fois, ne serait-ce que par rapport à l'usurpation des fonctions officielles, n'a absolument pas été condamnée de ce point de vue par le pouvoir en place. Au contraire, il était légitimé parce que, vous comprenez, il y avait des gens violents qui avaient frappé des policiers, etc. Bon, après, je vous renvoie à tous les articles qui ont porté sur ce sujet. Mais concernant la vision du pouvoir d'Emmanuel Macron, je crois que le plus intéressant, c'est ce que je veux dire à présent.
Emmanuel Macron a été comparé à beaucoup de personnes, au général de Gaulle, à Napoléon, à tout ce qu'on veut. Je pense que Emmanuel Macron doit surtout être comparé aux technocrates des années 1920-1930. Et je renvoie en particulier à un mouvement qui a été créé en 1925 par un grand magnat du pétrole qui s'appelle Ernest Mercier. Ernest Mercier a fondé en 1925 un mouvement qui s'appelle, alors rien que le nom déjà est tout un programme, Redressement français, avec pour objectif de rassembler l'élite et éduquer les masses. Et alors, dans ce redressement français, vous trouvez tout un nombre d'industriels, de banquiers. Je ne vais pas faire une conférence là-dessus. Annie Lacroix-Riz est beaucoup mieux placée que moi pour parler de l'activité de ces personnes dans l'entre-deux-guerres et encore plus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le milieu des années 1920, ces gens sont très actifs. Et je vais vous lire quelques extraits qui résument parfaitement la mentalité de ces gens qui, en fait, sont les ancêtres du Nouveau Monde de M. Macron. Dans un article qui a été publié par le comte Edmond de Fels, F-E-L-S, qui est fondateur de la Revue de Paris dans sa nouvelle version, voilà ce que dit cet article le 1er mai 1926 à propos de la mentalité qui règne au sujet de ce groupe dont je viens de parler, Redressement français. C'est un groupement qui en fait est fondé par, je cite, des industriels et des intellectuels inspirés par un sentiment de patriotisme, admettons, qui, je cite toujours, se donne pour mission la défense des intérêts généraux de la France, admettons, et je cite toujours, parce que la France est menacée par une crise morale, financière et sociale provoquée par les erreurs de l'école dirigeante. Alors, quelle est la solution? Un esprit dégagé de toute passion politique, de toute influence de parti, grâce à, je cite, leurs compétences de directeurs de grandes affaires, leur habitude du pragmatisme. Et pour finir, pour conclure ce bel article, voilà la nouveauté, voilà l'originalité du redressement français. Ceci, ça date donc de mai 1926. Alors, je signale d'ailleurs que le comte Edmond de Fels avait publié un an avant, en 1925, un ouvrage très intéressant au niveau du titre, puisque ça s'appelle « La Révolution en marche ». Et alors l'objectif était de transformer le pays dans une logique, si vous voulez, ni droite, ni gauche, etc. Mais quand on n'est ni droite ni gauche, on n'est surtout ni gauche ni gauche. Parce qu'en réalité, la plupart de ces individus ont, dans les années 1930 essentiellement, mais déjà à la fin des années 1920, pas mal financé des ligues d'extrême droite, des mouvements, à l'image du parfumeur François Coty, qui était l'un des financiers et l'un des fondateurs de la solidarité française. Bien. Et je répète, j'insiste, le redressement français est un mouvement qui joue un rôle central, majeur dans la vie politique, économique, sociale, juridique de l'époque, et qui va porter pas mal de ces hommes au pouvoir, notamment entre 1940 et 1944. Un seul exemple parmi d'autres, un certain Jean Bichelonne, qui a négocié notamment avec le ministre du Reich, Albert Speer, les accords de Berlin de septembre 1943 pour pouvoir mettre la production française au service de l'Allemagne nazie, sans faire de comparaison bête et méchante. Je signale que il y a quelques jours, le traité d'Aix-la-Chapelle nous a permis de nous rapprocher encore plus de l'Allemagne, certainement pas à égalité, on va dire entre parenthèses. Et j'ajoute que ce Jean Bichelonne était à l'époque, je cite, ce qui était dit à son sujet, la tête la mieux faite de son époque. Vous remarquerez que la tête la mieux faite de son époque, elle n'était peut-être pas jupitérienne sa tête, mais en tout cas ça ne l'a pas empêché de bien s'entendre avec un homme comme Albert Speer et un pays comme l'Allemagne nazie. Il faut bien comprendre que, en fait, cette technocratie, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça date encore une fois au moins des années 1920, parce que vous retrouviez déjà en réalité des bribes avant, mais elle va véritablement s'épanouir justement dans ce contexte d'entre-deux-guerres. Et elle va favoriser la fascisation du pays, exactement comme cela est en train de se passer à l'heure actuelle en France, et d'ailleurs pas seulement en France. Je vais passer rapidement sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron en tant que tel, parce que, bon, vous l'aurez compris, Emmanuel Macron... D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment avec le soi-disant grand débat national. C'est le grand déballage, surtout, en réalité. Dans le fond, Emmanuel Macron, quelque part, réalise ce qu'il veut en termes de relations de pouvoir, c'est-à-dire échanger
vous l'aurez bien compris que c'est un faux échange, directement avec la population, en se passant d'absolument tous les corps intermédiaires, qu'ils délégitiment au maximum. Je répète, eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, se sont discrédités dans leur pratique. Mais finalement, cela crée une situation très dangereuse. À la fois, alors la bonne nouvelle pour M. Macron, c'est une situation très dangereuse aussi, car après tout, il ne faut pas oublier que la Révolution française part de cahiers de doléances et de la relation directe entre le roi et ses sujets. Me direz-vous, bon, nous sommes citoyens officiellement. Je pense que dans l'esprit de Macron, nous ne sommes pas tout à fait des citoyens. Et c'est une situation dangereuse tout court aussi, parce qu'à partir du moment où il y a un vide politique qui se crée en termes de structure, un vide qui se crée en termes de structure politique, sociale, etc., alors là aussi la fascisation progresse. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas cette grande force sociale, politique, qui est très clairement, dans notre cas, marxiste-léniniste, vous permettez aux éléments fascisants de progressivement s'ancrer dans les structures sociales, dans les structures économiques, vous avez pu voir hein, au niveau économique ce que ça donnait, dans les structures politiques, etc. J'ajoute un dernier point qui est aussi inquiétant et quand même au sujet de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron qui est passé assez inaperçu, me semble-t-il. Emmanuel Macron, dans le fond, s'en fiche un peu des lois, mais pas du légalisme. Je distinguerai la légalité et le légalisme. Emmanuel Macron est véritablement favorable au légalisme, tout comme l'ensemble d'ailleurs de son gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Le légalisme, c'est un devoir d'obéissance. Je vais prendre l'exemple donc du projet de loi de M. Blanquer à ce sujet. M. Blanquer donc veut instaurer, je ne sais pas si vous avez entendu le slogan, hein, l'école de la confiance, hein, un peu comme un contrat de confiance digne de Darty. Et dans cette école de la confiance, voilà ce qui est notamment prévu, dans l'article notamment premier, hein, un des premiers articles qui serait indiqué. Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l'établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leurs familles à l'égard de l'institution scolaire et de l'ensemble de ses personnels. Alors, à première vue, quand on entend ça, on pourrait se dire, bon, somme toute, oui, respecter l'institution scolaire, etc., les enseignants, bon, quoi de plus normal, me direz-vous? Le seul problème, c'est que, en réalité, lorsque l'on regarde, et là je vais insister un petit peu dessus, lorsque l'on regarde l'étude d'impact du projet de loi, parce qu'en fait, pour un projet de loi, vous avez une étude d'impact hein, qui est réalisée. Et l'étude d'impact apporte quelques précisions au sujet de ce que l'on entendrait par le fameux article que je viens de vous lire. Et voilà ce qui est dit notamment. Les dispositions de la présente mesure pourront ainsi, je vais expliquer ce que c'est, pourront ainsi être évoquées, comme dans la décision du Conseil d'État du 18 juillet 2018 précédemment mentionnée, dans le cadre d'affaires disciplinaires, concernant des personnels de l'éducation nationale, s'étant rendus coupables de faits portant atteinte à la réputation du service public. Donc je répète, des personnels de l'éducation nationale s'étant rendus coupables de faits portant atteinte à la réputation du service public. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu un mauvais comportement avec un élève, une élève. Vous avez osé critiquer l'institution scolaire. Vous avez osé vous plaindre des programmes qui sont un véritable charcutage en règle, notamment de matières comme les sciences économiques et sociales ou l'histoire. Vous voyez que la ligne et la frontière est très ténue. En réalité, ceci, justement, c'est une logique qui est purement légaliste. C'est-à-dire, la violence du pouvoir de M. Macron, c'est celle de la mise au pas, et j'utilise volontairement cette expression de mise au pas, du personnel de l'État, pour qu'il soit au service total, non critique, absolument dévoué, en faveur du gouvernement. Alors, vous imaginez d'ailleurs, entre parenthèses, si... bien sûr, nous tous ici présents, nous ne voulons pas de cela, mais si... par malheur, l'extrême droite arrive au pouvoir. Imaginez qu'avec un tel projet de loi, ce que cela pourrait donner. En tout cas, j'insiste dessus parce que autant M. Macron est un légaliste dans le sens il veut qu'on lui obéisse, autant la loi ne l'intéresse pas plus que ça. Et quand je dis la loi, c'est-à-dire la possibilité de violer la loi, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, là encore, je parle de lui parce qu'il est au pouvoir, mais en réalité ça a toujours existé, hein, de ce point de vue. Mais lui, au moins, il l'a clairement affirmé. Il l'a clairement affirmé dans une petite anecdote lorsqu'il était en voyage en Inde en mars 2018.
dans un voyage officiel. Hein. Il parle à des jeunes Indiens. Bon, il parle à des jeunes Indiens, etc. Et puis, il leur donne un conseil, après avoir fait tout un speech, j'imagine, sur le Nouveau Monde, la Start-up Nation, tout ça. Et puis, il commence à dire, un petit conseil, ne jamais respecter les règles. Ne jamais respecter les règles, oui. Ça peut paraître une petite anecdote, en fait, ça ne l'est pas quand on regarde bien la pratique du pouvoir en réalité, et sa façon de fonctionner. On l'a bien vu d'ailleurs avec l'affaire Benalla, aucune règle n'est respectée. On le voit bien lorsqu'il s'agit de réprimer un mouvement social, tous les coups sont permis. Et ce qui favorise encore plus, justement, le passage d'une telle pratique de violence, c'est cet élément qui, là aussi, est décisif dans l'établissement de toute violence d'État, à savoir la perversion de la langue. Car Emmanuel Macron, avec toutes celles et tous ceux qui l'entourent, qui sont sur la même ligne que lui, pervertissent la langue. Non seulement en progressivement imposant l'anglais, le globish plutôt que l'anglais d'ailleurs, comme langue de fonctionnement dans les entreprises. Alors vous imaginez d'ailleurs au passage le cadeau pour des travailleurs, des salariés, des ouvriers qui ne maîtrisent pas forcément, le moins qu'on puisse dire, le globish, hein, cette langue d'affaires. Mais également, la perversion passe par la manipulation des mots. Et la manipulation des mots, c'est la base de tout pouvoir en réalité. C'est lorsque vous contrôlez les mots, que vous les manipulez, que vous avez déjà une base fondamentale pour le pouvoir. Déjà, un auteur s'était intéressé à la langue du Troisième Reich. Il s'appelle Victor Klemperer. Il avait étudié la langue du Troisième Reich et il s'était justement amusé à montrer comment, progressivement, les nazis avaient réussi à pervertir progressivement la langue en imposant leurs mots d'ordre, en imposant la façon même de transmettre les mots, par la violence verbale, par la force de conviction, par la force de persuasion, etc. Cette violence verbale, en réalité, vous la retrouvez portée de plus en plus à son sommet par les actuels dirigeants au pouvoir. La perversion de la langue, ça passe déjà par ce que certains appellent les fake news, hein, c'est-à-dire les post-vérités ou ce que vous voulez. Je vais vous prendre un exemple qui m'a un petit peu stupéfait, même plus, en fait je suis même plus stupéfait par ces gens-là. Malheureusement je les connais même un tout petit peu trop pour avoir fait les mêmes écoles qu'eux, en tout moins Sciences Po Paris. Donc si vous voulez, je suis même pas surpris quoi, à la limite. Mais ce qui est frappant, c'était par exemple ce qu'avait déclaré un jour un député sur RMC chez Bourdin à propos de la suppression de l'ISF. On l'interroge quand même, c'est la suppression de l'ISF, c'est pas une bonne mesure pour les pauvres, etc. Et lui arrive quand même à répondre, hein, mais avec une facilité, une assurance, une aisance déconcertante. Ah non, mais l'ISF, c'est justement au contraire une mesure en faveur des pauvres. C'est une mesure, la suppression de l'ISF, la suppression de l'ISF est une mesure en faveur des pauvres. C'est fait, au contraire, pour gêner les riches. Et si vous voulez, c'est ça la perversion de la langue. C'est la capacité à faire passer un message avec des choses, mais qui sont tellement énormes qu'on se dit, ce n'est pas possible. Ils sont capables de... Là, pas d'erreur. Ces gens-là ne sont pas forcément si cyniques que cela. Ne sont même pas dans l'absolu des menteurs, ils sont possédés. C'est encore pire, ils sont possédés, ils sont fanatiques. Mais vraiment. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, je dis bien d'un certain point de vue, comment leur en vouloir lorsque, depuis toujours, vous entendez les compliments qui consistent à dire « tu es le meilleur d'entre nous, oui, toi tu as tout compris, tu es brillant, tu fais des exposés extraordinaires, etc. Tu es parfaitement dans les clous d'ailleurs. » Ces gens-là, encore une fois, à partir de là, sont convaincus du bienfait de leur discours. Et ne se rendent en fait même pas compte qu'ils pervertissent la langue, pour certains d'entre eux du moins, ils sont possédés et persuadés que ce qu'ils disent est la vérité absolue, cardinale et absolue, et, si vous voulez, incontestable. Et il est très frappant de voir, à partir de là, que n'importe qui osera remettre en cause le bien fondé de ces mots sera taxé de tout ce que vous savez. De populiste, de je ne sais quoi, les extrêmes avec un Z au début, bon, tout ça. Mais cela est très dangereux parce qu'en réalité, cela favorise, en fait, une perversion de la langue avec des thèmes qui s'imposent progressivement, justement, dans les débats. Quels sont ces thèmes ?
la suppression ou du moins la réduction du nombre de fonctionnaires, parce qu'il y en a trop. La question de l'immigration, qui est un problème majeur, etc. Bien sûr, la violence. Ce sont des gens qui sont contre la violence. Vous savez, ils sont contre la violence, ces gens-là. Aucune violence n'est légitime, sauf la leur, dont ils ne s'aperçoivent même pas. La violence est quelque chose de terrible, de terrifiant. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ces gens-là expliquent qu'il faut qu'il n'y ait jamais, absolument au grand jamais, de violence. Mais enfin, me semble-t-il que la prise de la Bastille ne s'est pas faite pacifiquement. Me semble-t-il que pour obtenir les droits de l'homme, il a fallu quand même, c'est malheureux, hein, on pourra le regretter, pourquoi pas, mais raccourcir quelques personnes. C'est comme ça dans la vie. Et sauf que justement, leur grande force à ces gens, comme déjà dans les années 1930, je reviens, je fais le parallèle, comme déjà dans les années 1930, ces gens-là avaient cette capacité à faire passer, si vous voulez, leur vocabulaire, à travers d'ailleurs, entre parenthèses, des médias assez complaisants pour un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, comme vous le savez, à propos des médias, pour que je termine sur ce point-là, je n'ai pas besoin de faire le topo, vous le savez très bien, il y a quelques personnes très riches qui possèdent l'essentiel des médias. Ce n'est pas nouveau là non plus, on pourrait citer dans les années 30 l'agence Havas, hein, qui possédait un certain nombre donc, de médias, parmi lesquels Radio Luxembourg, entre autres. Bon, voilà. Et ces médias menaient déjà des campagnes assez haineuses vis-à-vis notamment du Front populaire. Parmi les épisodes les plus marquants, on pourrait citer le suicide du ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Salengro, victime d'une ignoble campagne de calomnie à son encontre. En tout cas, j'insiste sur ces éléments de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Si je dois les résumer, c'est un exercice solitaire du pouvoir, détaché des corps intermédiaires, avec une perversion du langage qui, dans le fond, ne fait que favoriser une fascisation, puisque je vous fais remarquer d'ailleurs que, curieusement, dans les derniers jours et dans les semaines précédentes, et même dans les derniers jours précédant le premier tour d'élection présidentielle, le principal adversaire n'était pas Marine Le Pen. Non. Non, c'était pas Marine Le Pen. C'était Jean-Luc Mélenchon, avec tous les... Alors, là aussi, on pourrait débattre des qualités, des défauts, des erreurs, de tout ce qu'on veut du candidat de la France Insoumise. Il n'en demeure pas moins que lorsque vous regardez bien au moment où on approche des échéances, tout à coup, ce n'est plus le Front National qui devient la principale menace. Celle-là, on la garde pour le deuxième tour. Pour le premier tour, on élimine celle qui est vraiment dangereuse, dans le fond. Le dernier point, oui, pour les détenteurs du pouvoir. Le dernier point sur lequel je vais pas beaucoup m'étendre, parce que j'aimerais laisser aussi un peu de place pour les interventions au sein de la salle, c'est quand même le fait que la conséquence de tout ceci, de cette pratique du pouvoir, de cette ambiance fascisante qui existait encore une fois dans les années 20, dans les années 30 et que l'on retrouve aujourd'hui, c'est que on la retrouve au niveau européen et international, c'est-à-dire une fascisation qui dépasse les frontières de la France et qui, curieusement, ne suscite pas l'indignation du gouvernement et de M. Macron. Alors, vous avez dû voir il y a quelques jours que M. Macron a salué le courage des Vénézuéliens qui osaient donc lutter pour leur liberté, etc., contre un président illégitime. Alors l'illégitimité d'ailleurs de M. Maduro, l'illégitimité, il la doit aux urnes, en réalité. Un peu comme M. Macron d'ailleurs. À ceci près que le taux d'abstention aussi lors des législatives en France a fait que M. Macron a obtenu un score risible. Mais passons. J'aimerais simplement souligner les éléments suivants. C'est que M. Macron, au niveau européen, vous ne l'entendrez pas, ou si peu, condamner explicitement les forces clairement fascistes. C'est passé relativement inaperçu, là aussi, dans les médias, mais il y a quelques mois de cela, en juin 2018, le président de la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, M. Andrei Paroubi, a été accueilli par M. de Rugy, qui à ce moment-là était donc le président de l'Assemblée nationale. Alors, il faut quand même savoir, pour information, qu'Andrei Paroubi, c'est juste un des fondateurs du national-socialisme, Parti national-socialiste en Ukraine.
depuis les années 90, et qui rend de vibrants hommages notamment au mouvement ukrainien des années 30, en particulier le mouvement bandériste qui s'était illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le combat contre l'URSS, contre le péril judéo-bolchevique, comme on le disait si bien à l'époque. Ça n'a pas dérangé M. Macron d'accueillir M. Paroubi. Vous savez que M. Macron ne souhaite pas dialoguer avec, par exemple, Nicolas Maduro, mais avec M. Paroubi, on peut dialoguer. Ce n'est pas un problème. De même, M. Macron ne va pas s'offusquer. À ma connaissance, je ne l'ai pas entendu, en tout cas, peut-être n'est-il même pas au courant, qu'au sein de l'Union européenne, dans un pays qui s'appelle la Lettonie, chaque mois de mars, vous avez la manifestation de Waffen-SS, vous verrez, autour de la mi-mars, qui commémore donc la guerre, là aussi, contre l'Union soviétique, au nom de, justement, la Grande Europe. Parce que là aussi, l'Europe, c'est un beau projet géopolitique dont nous pourrions parler en détail. Là encore, M. Macron ne dit rien. Cela ne le dérange pas. De même, M. Macron ne s'est pas spécialement offusqué dans le fond que le 15 juillet dernier, le 16 juillet, non le 15 d'ailleurs, excusez-moi, c'était le jour où on fêtait la victoire en Coupe du Monde, c'était très important, le jour même, en Espagne, vous aviez 1 millier de personnes qui se rassemblaient pour protester contre le transfert du mausolée, donc de la cadavre, on va dire, on peut dire que c'est un cadavre d'ailleurs, de Franco depuis le mausolée de Madrid. Donc vous aviez une manifestation de nationalistes, d'extrême droite, qui protestaient contre ce transfert programmé. Là encore, ça ne gêne pas grand monde dans le fond. De même que ça ne gêne pas de grand monde de voir qu'en Pologne, le parti communiste est victime justement d'une terrible répression juridique et policière, et qui va bientôt être interdit, si ce n'est d'ailleurs déjà fait. Dans les faits, ça l'est, en réalité d'ailleurs. Je dis tout ça parce que, encore une fois, la fascisation, en réalité, est un mouvement qui concerne toute l'Europe. Je ne vais même pas parler de M. Salvini ou de M. Kuntz en Autriche. Je vous renvoie à leur magnifique pédigré aussi, à ces deux-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en légitimant, ou plutôt en ne condamnant pas des mouvements qui potentiellement, ou des dirigeants qui potentiellement souffrent d'une réputation assez sulfureuse, de voir comment M. Macron se fait... ce n'est pas le seul, là encore, on peut parler des dirigeants de l'Union européenne, mais finalement se fait un des vecteurs de la fascisation. Et oui, c'est qu'à partir du moment où vous ne condamnez pas des pratiques dans les autres pays qui visent à casser le mouvement syndical, le mouvement communiste sur le plan politique, etc. Dans le fond, c'est que ça ne vous dérange pas plus que ça, ça ne vous dérange pas trop. Et j'insiste là-dessus parce que, au contraire, M. Macron contribue lui-même à casser les éléments de résistance qui existent dans notre pays, et notamment en favorisant ce que l'on appelle la construction européenne. Il faudrait plutôt parler de destruction d'ailleurs, et je dirais même de destruction européiste. Là aussi, j'aimerais vous renvoyer à d'abord mettre fin à un mythe d'un certain point de vue. Car il existe un vrai lien entre l'européisme et la fascisation. L'Union européenne est souvent présentée comme un barrage antifasciste. Alors, premier mythe. La construction européenne existe avant 1945. Elle ne naît pas avec le père fondateur qui n'a pas fondé grand-chose, c'est-à-dire Jean Monnet. Non, Jean Monnet ne fait que reprendre des choses qui existent déjà dans l'entre-deux-guerres. Pour prendre un seul exemple parmi d'autres, j'imagine que dans tous les cours d'histoire auxquels vous avez eu droit lorsque vous étiez au collège, au lycée ou que sais-je encore, on a dû vous expliquer que le premier grand jalon de la construction européenne, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA. Bon, c'est très bien, mais sauf que c'est un copier-coller d'un truc qui existe 25 ans avant et qui s'appelle l'Entente internationale de l'acier, qui a été fondée en septembre 1926 par un sidérurgiste luxembourgeois, M. Émile Mayrich, et qui, au passage, associait la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, et la Sarre, à l'époque, a été détachée. Alors me direz-vous, mais quel rapport avec la fascisation? Oh, mais c'est très simple. La même année, quelques mois avant, a été fondé le comité franco-allemand d'information et de documentation, en mai. Et ce comité franco-allemand d'information et de documentation vise justement, comme le dit le nom, à rapprocher les élites françaises et allemandes politiques, économiques, culturelles, quelles que soient leurs opinions politiques. Mais vous voyez déjà un Pierre Laval, par exemple, qui adore l'Allemagne. Je vous lirai d'ailleurs un petit passage d'un discours de Pierre Laval très intéressant. Vous voyez Pierre Laval fréquenter Otto Abetz, celui qui sera l'ambassadeur d'Allemagne en France entre 1940 et 1944.
vous voyez progressivement donc des élites s'habituer à vivre entre elles, à coopérer, puis par la suite à collaborer, tout simplement. Et tout cela au nom de quelle idée? Au nom de l'Europe. Il faut faire l'Europe. Il faut faire l'Europe, il faut construire l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, ça a plusieurs avantages. D'abord, déjà à l'époque, c'est anticommuniste, ça n'a pas changé. Ensuite, c'est antisyndical. Eh oui, ça permet de lutter contre les mouvements trop révolutionnaires, les mouvements ouvriers, etc. Ça n'a pas trop changé. Par ailleurs, ça permet au capital de s'épanouir à une échelle qui lui assure des profits, des bénéfices beaucoup plus importants qu'à la simple échelle nationale. Là encore. Peut-être pourrait-on trouver que j'exagère, mais je ne peux que renvoyer, là encore, à un certain nombre de textes de l'entre-deux-guerres et à la pensée, au passage, des personnes qui construisent l'Europe dans les années 20, dans les années 30. Prenez le cas du père du pan-européisme, Koudanov-Kalergi, un comte d'ailleurs, Richard Koudanov-Kalergi, qui raisonnait d'une manière très hiérarchique en termes de classe sociale et même de race, d'un certain point de vue. Koudanov-Kalergi considérait ainsi que l'Italie de Mussolini était, je cite, une semi-démocratie. Et je dis bien une semi-démocratie. C'est-à-dire que, dans le fond, la construction européenne, ce n'est pas un problème tant qu'elle est dirigée à l'encontre de l'ennemi de l'époque, l'Union soviétique. Le système judéo-bolchevique, etc., etc. Mais peut-être n'êtes-vous pas là aussi au courant, mais sachez que l'actuelle construction européenne obéit exactement à la même logique. Obéit exactement à la même logique, c'est-à-dire de s'opposer à tout mouvement syndical, politique, social, un tant soit peu contestataire, à défaut de révolutionnaire, et de le broyer. De le broyer littéralement, sous couvert bien sûr alors d'avancées démocratiques qui sont tout sauf démocratiques, sous couvert de liberté, que sais-je encore, qui en réalité sont bafouées tout le temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet. Mais je répète, une Union européenne qui prétend défendre les droits de l'homme et la démocratie, pourquoi ne s'offusque-t-elle pas des mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure? Pourquoi ne s'offusque-t-elle pas de constater qu'un homme comme M. Kuhn est désormais le chancelier d'Autriche? Pourquoi ne s'offusque-t-elle pas tant de cela? Écoutez, c'est très simple, c'est parce qu'en réalité, l'ennemi principal n'est absolument pas l'extrême droite fascisante. L'ennemi principal, c'est le mouvement social avec un grand S, si j'ose dire, et pour ne pas dire socialiste. La fascisation qui touche l'Europe, on la retrouve malheureusement dans d'autres pays et hors d'Europe, et en particulier en Amérique, sur le continent américain. Vous avez dû voir donc ces derniers mois, et il est rentré en fonction il y a quelques jours, l'arrivée au pouvoir de M. Jair Bolsonaro, qui d'ailleurs a été chaleureusement félicité par M. Macron pour son arrivée au pouvoir, ce qui n'avait pas empêché pourtant le même Bolsonaro d'expliquer qu'il allait se débarrasser, alors je vais vous donner une anecdote à ce sujet, qu'il allait se débarrasser en gros des rouges à coups de sniper. Il l'a lui-même déclaré, il allait se débarrasser des rouges à coups de sniper au Brésil, il n'y a pas de problème. Et l'un de ses tout premiers actes avant même qu'il soit rentré en fonction, c'est d'annoncer notamment qu'il allait expulser tous les médecins cubains qui viennent dans les déserts médicaux au Brésil, parce que comme vous savez, au Brésil, c'est assez grand, etc. Il n'y a pas forcément suffisamment de médecins, ou du moins suffisamment de médecins qui vont aller dans les déserts médicaux. Je vous signale qu'on a exactement les mêmes problèmes en France, au passage. Eh bien, l'une de ces toutes premières mesures, qui prouve sa haine idéologique et sociale, d'ailleurs, c'est, voilà, dehors les médecins cubains, rentrez chez vous, nous ne voulons plus de vous, et quant aux rouges, on s'en occupera à coups de sniper. Bon. Ça n'a pas spécialement ému M. Macron, là non plus. Bon, encore une fois, une question d'habitude, on commence à comprendre la logique. Et le problème, c'est que ce qui se passe au Brésil, en réalité, se retrouve dans un certain nombre d'autres pays d'Amérique latine. Et là, on voit un changement géopolitique fondamental qui... Je vous invite vraiment à suivre ce qui va se passer dans les prochains jours au Venezuela, parce que ce qui va se passer au Venezuela pourrait vraiment être lourd de conséquences pour l'ensemble du continent américain, et pas seulement. M. Macri est arrivé au pouvoir en 2015 en Argentine, M. Bolsonaro au Brésil, M. Ivan Duque est arrivé au pouvoir également du côté de la Colombie, M. Lénine Moreno du côté de l'Équateur, alors qu'il était pourtant issu au départ du même mouvement que M. Correa. En fait, c'est le retour de la vague néolibérale, revancharde envers la gauche, et qui ne se cache pas
d'être les héritiers, s'il le faut, des régimes qui ont existé dans les années 60-70 en Amérique latine. Je signale d'ailleurs, au passage, que à la baguette, comme d'habitude, vous trouverez les États-Unis. Ah, complotisme, dira-t-on. Écoutez, je vous invite à lire le très bon ouvrage de John Dinges, qui s'appelle « Les années Condor », en référence au plan Condor, à partir duquel était programmée justement la chute de tous les régimes un tant soit peu progressistes en Amérique latine, je ne veux même pas dire socialistes, mais même un tant soit peu progressistes. John Dinges, qui est un journaliste indépendant, qui a fait vraiment qui a écrit un remarquable ouvrage à ce sujet, et qui montre bien comment les États-Unis étaient vraiment à la baguette dans nombre de coups d'État perpétrés, orchestrés par des dictateurs militaires, par la CIA évidemment. Et j'ajoute que ce n'est pas que la CIA. Il faut indiquer, je crois qu'elle existe d'ailleurs encore, qu'aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle l'école des Amériques. École très intéressante, l'école des Amériques, parce que dans cette école des Amériques, c'est là où vous formez les plus gros dictateurs de la planète. Eh oui, militaires, hein, cela va sans dire. Je vais vous prendre un seul exemple, le cas d'Hugo Banzer. Banzer, qui a été dictateur de Bolivie, mis en place à partir de 1964 du côté de la Bolivie. Et d'ailleurs, un sénateur démocrate en 1993 aux États-Unis a fait cette remarque que si jamais on devait réunir tous ceux qui ont été formés à l'école des Amériques, on aurait probablement les pires truands, les pires crapus, hein, quelque chose du genre, hein, il dit, du siècle. C'est absolument fascinant de voir comment aujourd'hui, cette fascisation revient également non seulement en Europe, ça j'en ai déjà parlé, dans la France de Macron, je l'ai dit, mais également en dehors de l'Europe, sur le continent américain. Et ne nous étonnez pas que le Venezuela soit finalement la cible importante. Le rapport de force géopolitique a changé. L'Équateur, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, ces pays ont basculé en 3 ans. Faire tomber le Venezuela, c'est faire tomber les rares mouvements et régimes progressistes qui résistent encore à l'impérialisme américain, et plus généralement à la fascisation qui s'est emparée d'un certain nombre de ces pays, à commencer par le Brésil. Pour conclure et pour vous laisser un petit peu pouvoir intervenir, j'aimerais vraiment insister sur le fait que le macronisme est un faux barrage et un vrai complice de la fascisation. Mais pas seulement de la fascisation, également de la destruction et de la République et de la France. Quand je dis la République, là aussi, on pourrait dire, bon, la République, c'est uniquement les valeurs, la laïcité, tout ça, enfin, toutes les choses que vous entendez d'habitude. Ce serait oublier que la République ne vit que parce qu'elle repose sur un socle social, à défaut de socialiste, sur un socle social qui est très important. Or, ce socle social, il ne cesse d'être justement progressivement mis en pièces. Vous avez pu le voir en ce qui concerne la SNCF, vous avez pu le constater à travers les attaques répétées et peut-être ça va aller plus loin envers la sécurité sociale. Vous pouvez le voir tous les jours à travers la criminalisation du syndicalisme des forces politiques de gauche, je l'ai dit. Mais la destruction de la République, ça passe également par la destruction du socle institutionnel de la République. Là encore, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler parce que c'était en juillet. Vous savez, le mois de juillet est souvent riche en événements, très riche en événements, un peu comme le 1er janvier, hein, on annonce toujours les nouvelles auxquelles personne va se référer puisque nous décuvons. Eh bien, je tiens à signaler ce qui s'est passé pendant cet été, le 12 juillet 2018. À savoir que la République En Marche a réussi à faire adopter un amendement en catimini qui revient sur le principe fondamental de l'unité et de l'indivisibilité de la loi sur l'ensemble du territoire de la République. C'est-à-dire le principe de la République qui est une et indivisible a été complètement remis en cause par un amendement. Puisqu'il est indiqué, selon cet amendement, que la République, je cite, « reconnaît la diversité de ces territoires par son organisation décentralisée. » La diversité de ces territoires, ce qui inclut, je cite, un droit à la différenciation. Nous allons donc pouvoir différencier les territoires de la République. Quoi de mieux pour pouvoir détruire l'unité et l'indivisibilité de la République quand on sait que, au passage, vous avez tout
sortes de pressions, de mouvements régionalistes, séparatistes, indépendantistes qui existent. Et là encore, je n'invente rien à ce sujet. Je pourrais vous donner un seul exemple qui est très intéressant aussi. C'est celui d'un député qui s'appelle Paul Molac. Alors Paul Molac, c'est un député de la République En Marche, hein, là aussi. Il n'est pas d'ailleurs seulement député de la République En Marche. Hein. Il a des origines bretonnes, Paul Molac. Il est breton. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui justement se bat pour la reconnaissance officielle, notamment des langues régionales. Et avec comme objectif annoncé très clairement la destruction de l'État-nation avec langue justement unitaire, le français. Cela ne le dérange absolument pas. J'insiste parce que le français est la langue de la République selon l'article 2 de la Constitution. Juste pour terminer là-dessus, j'aimerais, et je vais vous laisser la parole, à propos de la République, vous citer un passage qui prouve que, encore une fois, il ne faut pas croire que ça ne puisse pas arriver, que cette fascisation ne puisse pas aboutir. Malheureusement, ça peut aboutir. Je ne suis pas là pour vous saper le moral, je ne suis pas là pour qu'on soit pessimiste, au contraire. C'est parce qu'on est capable de reconnaître l'adversaire qu'on, justement, nous pouvons l'affronter. Et à ce sujet, j'aimerais simplement vous citer, encore par rapport aux années 1930, pour finir, un auteur, un historien d'origine polonaise, qui s'appelle Iwan Jablonka, qui a publié en 2012 un ouvrage qui s'appelle « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus ». Pour vous expliquer rapidement l'affaire, Iwan Jablonka est d'origine polonaise, ses grands-parents étaient polonais dans les années 30. Vous imaginez, un polonais, juif et communiste. Voilà, comme ça le tableau est dressé. Donc forcément, il n'a pas eu ses grands-parents, hein, je vous laisse deviner où ils ont terminé. Et voilà ce qu'écrit Iwan Jablonka au sujet justement de ce qui s'est passé dans les années 1930. Et vous allez voir le lien qui existe entre l'affaissement de la République, la destruction de ce qui est un barrage à la fascisation et le résultat final. Il parle de la situation de ses grands-parents et puis il dit « Céline nous projette au cœur d'un débat important, la continuité entre la Troisième République et le régime de Vichy. Les camps de concentration républicains, destinés aux réfugiés espagnols, allemands ou autrichiens, aux juifs chassés de toute l'Europe, constituent un vivier où puiseront à l'envi les autorités de Vichy et les nazis. Les décrets-lois de Daladier préparent le terrain à la législation du maréchal Pétain, dirigée contre les naturalisés et les étrangers en juillet-septembre 1940, contre les juifs à partir d'octobre 1940. À cette date, cela fait plusieurs années que la France discrimine les étrangers et traque les clandestins. Sous le Front populaire, le fichier de la Sûreté nationale est géré par un jeune fonctionnaire plein d'avenir, René Bousquet. En 1940, après son évacuation en péniche, le casier central de la préfecture de police est rapatrié à Paris, où il est remis en ordre par la direction des étrangers et des affaires juives. C'est le chef de ce service, André Tullard, qui élabore en octobre le fichier juif, à partir du recensement effectué en zone occupée. Bien que la législation des années 1930 ne soit pas expressément antisémite, il y a un Vichy avant Vichy, et il fermente dans la République. Eh bien, je pense, pour paraphraser et pour conclure, que oui, il y a bien un fascisme avant le fascisme, et il fermente dans la République. Je vous remercie.